Et ensuite, je vous retrouve pour l'animation des tables rondes. Vas-y. Oui, non, je vais rester là. Bonsoir. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter une chose qui s'appelle The Shift Project. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cet engin, c'est quelque chose d'hybride entre un lobby et un think tank qui a été créé il y a 3 ans, qui a vocation à rassembler un nombre croissant d'entreprises qui souhaitent que l'économie se décarbonise. C'est elle qui assure notre financement. Et au sein du Shift, il y a un certain nombre de projets sur lesquels nous réfléchissons pour essayer de proposer soit des constats qui aident à discuter de ce genre de choses, soit des propositions qu'on aimerait voir mises en débat avec l'idée éventuelle que ce ne soit pas idiot et qu'on les mette en application. Comme au Shift, il y a énormément de feignants, nous avons un principe assez simple qui est que quand on veut étudier une question, on essaye de trouver une bonne volonté à l'extérieur. Et alors là, la bonne volonté du soir, ça sera Brice Mallier, qui pilote ce qu'on appelle un groupe de travail. Alors un groupe de travail, c'est très simple, on prend une question, on va cuisiner des gens pour essayer d'avoir des éléments de réponse, on met tout ça en forme et on propose. Donc Brice, qui va prendre ma suite dans très peu de temps, a accepté de piloter pour nous en rentrant comme candide, parce que je crois qu'on peut dire que quand tu as pris le sujet, tu étais un candide. Ça a parfois du bon de prendre les problèmes avec un œil neuf, parce que ça amène à se poser des questions simples, et les questions simples sont souvent les plus redoutables. Donc il a pris un groupe qui portait sur la question de comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour améliorer de manière très significative la performance du parc bâti, qui, comme on va vous le dire, est un enjeu très significatif dans tous les pays industrialisés des moyennes latitudes, parce que c'est là qu'il fait froid l'hiver, donc c'est là qu'on a une grosse dépense énergétique l'hiver. Et ce que vous allez voir ce soir, c'est donc à la fois les propositions avancées par le Shift à la suite de cette réflexion, et l'opinion d'un certain nombre de gens qui ont bien voulu nous aider à réfléchir, qui ne seront peut-être pas du reste nécessairement d'accord avec tout ce qu'on raconte. C'est la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et sans plus attendre, je passe la parole à Brice qui va vous détailler un peu plus le menu de la soirée. Bonjour à tous, vous m'entendez je pense dans le fond. Alors, on va installer la présentation. Peut-être pendant que la logistique se fait, préciser effectivement que nous avons démarré il y a quelques mois ce groupe de travail. Nous avons consulté un grand nombre de personnes, de spécialistes sur ce sujet-là, que nous présentons aujourd'hui des conclusions et des constats et des éléments de proposition qui sont relativement stabilisés, mais pour lequel il reste encore un travail de chiffrage et de modélisation. Je reviendrai là-dessus. Donc je vous renvoie aussi à une publication qui se fera dans quelques semaines et qui reprendra sous la forme beaucoup plus rédactionnelle l'ensemble de nos propositions de manière très détaillée et chiffrée. J'insiste aussi pour dire que ces propositions et toutes les idées que nous avançons aujourd'hui, en tous les cas par mon intermédiaire, sont les nôtres et n'engagent en rien les personnes que nous avons consultées ni les organisations avec lesquelles nous avons collaboré ou travaillé plus ou moins en détail. Donc je présente ce soir les convictions et les idées du groupe de travail et du Shift Project et non pas évidemment des entreprises ou des spécialistes ou des ingénieurs que nous avons consultés. Alors, très rapidement, pour entrer dans le sujet, vous connaissez, je pense la plupart d'entre vous, l'enjeu que représente l'énergie dans le parc existant, bâti. On ne parle évidemment pas des bâtiments neufs que nous allons laisser de côté pour ce soir, puisque ça représente un faible enjeu au regard de la consommation dans le parc existant. Je vous rappelle que le parc qui existera en 2050 à 75% est déjà construit aujourd'hui. Donc pour vous donner un peu l'ampleur de l'enjeu de la rénovation thermique du parc existant.
L'urgence, elle n'est évidemment pas que climatique, elle est climatique, on reviendra dessus, mais elle n'est pas que climatique. Il y a un enjeu macroéconomique en termes de balance commerciale et de facture énergétique, un enjeu évidemment social sur le sujet de la précarité énergétique, avec des prix de l'énergie qui, a priori, selon pas mal d'experts, devraient augmenter dans les années qui viennent. Cet élément social risque de s'aggraver encore, et évidemment énergétique, dans la mesure où c'est le premier poste de consommation d'énergie finale au global dans notre pays. Alors, un des points de départ de notre réflexion, ça a été le constat de ce qui a été fait, de quelque part la limite des politiques d'incitation. Depuis à peu près 2007, ou un peu après le Grenelle de l'environnement, c'est essentiellement par des politiques d'incitation que les différents gouvernements ont essayé de pousser la rénovation thermique des bâtiments. Alors, ce qui nous a, première réflexion de notre groupe de travail et de l'équipe, c'était de voir où on en est. Est-ce que la tendance depuis cette période-là, 2007, et dans les années à venir, nous emmène vers l'objectif qui est fixé par le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire moins 38% de consommation en énergie primaire dans le secteur du bâtiment et du parc résidentiel. Et est-ce que le nombre de rénovations à très grande valeur de performance énergétique aussi, là aussi, tendanciellement, on est dans les clous ou pas? Bien, si on prend ce sujet on regarde la tendance par ces deux côtés, on voit aujourd'hui qu'on n'arrivera pas aux objectifs, ni aux objectifs de 2020 et encore moins aux objectifs futurs, si nous ne corrigeons pas la tendance ou si nous ne changeons pas de braquet, entre guillemets, pour d'autres types de politiques. Je ne veux pas ici critiquer forcément ces politiques d'incitation. L'autre jour, quelqu'un me faisait remarquer que depuis une dizaine d'années, la notion de performance énergétique dans le bâtiment était une notion qui avait énormément gagné en importance, en visibilité. On peut dire aussi que les politiques d'incitation ont fait avancer les esprits dans beaucoup de domaines, mais force est de constater que si on prolonge la tendance encore une fois, nous n'arriverons pas aux objectifs et nous ne répondrons pas aux enjeux climatiques et aussi à d'autres enjeux. Alors, ce que vous voyez dans le bas, là, le moins 8,5%, c'est une étude du CIRED qui a été commandée par le Commissariat général au développement durable, qui montre que si on ne change rien à ce qui est fait aujourd'hui, eh bien, la consommation la baisse de la consommation sera de 8,5% et non pas de 38%. Autre façon, encore une fois, de voir les choses. 135 000 rénovations, c'est le chiffre de l'ADEME de rénovation thermique. On ne sait pas évaluer exactement quelle est la qualité de performance énergétique de ces rénovations, mais c'est le chiffre, on va dire, le plus large que l'on peut imaginer. Je pense que d'autres évaluations faites sur le nombre de rénovations à très bonne performance énergétique, c'est-à-dire un niveau de catégorie DPE A ou B, c'est à peine 10 000 ou peut-être 20 000 tout au plus rénovations qui sont faites par an dans ce domaine-là. Loin des 400 000 rénovations nécessaires si, encore une fois, on veut tenir les engagements. Alors ça nous a amené mais, effectivement, comment réévaluer, imaginer différemment cette difficile équation de la rénovation. Je dis difficile équation parce qu'on voit bien que malgré tous les efforts qui sont faits, les milliards d'euros dépensés par l'État au plus fort des incitations fiscales pour promouvoir ces rénovations thermiques, eh bien, il y a malgré tout des facteurs de blocage, des freins qui font qu'on ne change pas
d'échelle, on ne déploie pas plus la rénovation thermique. Alors nous pensons qu'il faut évidemment changer un peu le paradigme, la façon de voir les choses. L'équation telle que nous on l'imagine aujourd'hui, c'est lancer une véritable politique publique en matière de rénovation du parc existant, mais qui tienne compte de quelques contraintes incontournables. Évidemment, chacun peut, dans le débat public, faire état d'ambition, de projets, d'envie de déployer énormément les rénovations thermiques. Il y a malgré tout un certain nombre de contraintes dont il faut tenir compte. La première d'entre elles, c'est, ça ne va étonner personne, les contraintes sur les finances publiques. 3 milliards d'euros à peu près étaient dépensés sous forme d'incitations fiscales diverses et variées, notamment le crédit d'impôt développement durable au plus fort de cette politique en 2009, aujourd'hui beaucoup moins. On est dans un système très contraint par les finances publiques et on a un certain nombre d'indications et d'informations qui nous laissent entendre que si on veut convaincre, si on veut présenter un programme qui a des chances de convaincre les décideurs politiques, on sait qu'à court terme, pas forcément à long terme, mais à court terme, il faut que l'on raisonne dans globalement le budget aujourd'hui qui est dépensé par l'État sous forme d'incitation et de subventions. Évidemment, aussi en termes d'acceptation sociale, certaines propositions sont avancées pour mettre en avant les obligations de mise en conformité, les obligations de rénovation. On peut imaginer de faire ça très vite, hein, c'est un décret, un arrêté, mais évidemment, d'un point de vue social, ça ne passe pas exactement comme ça. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc, la notion d'acceptation sociale est éminemment difficile à évaluer et en même temps éminemment importante. Sans créer de perturbations non programmées, inattendues sur des marchés déjà sensibles, à la fois les marchés de l'énergie et les marchés de l'immobilier. On va revenir dessus, mais je dis sans perturbation forte ou non programmée, parce que malgré tout, il faudra, nous pensons, changer un peu les choses. Opérationnel tout de suite, vous avez peut-être certains d'entre vous vu des rapports qui tablent sur une fiscalité verte à un horizon de quelques années, peut-être la valeur verte du patrimoine immobilier qui va prendre en importance. Nous pensons qu'il faut agir tout de suite. À chaque fois qu'une année passe et que des dizaines de milliers de rénovations ne sont pas réalisées, eh bien on prend évidemment par accumulation plus de retard sur les objectifs ambitieux qui sont ceux du pays. Donc il faut aussi imaginer un programme qui soit opérationnel dès maintenant pour les décideurs politiques. Et évidemment sans induire d'inégalité de traitement par rapport à des catégories de logements, face à une éventuelle évolution de la réglementation thermique, on pourrait imaginer évidemment que certaines catégories de logements, comme par exemple la maison individuelle de certaines années de construction plus énergivores en moyenne, eh bien, fassent l'objet d'une priorité. Par exemple en termes de réglementation ou autre chose, eh bien c'est compliqué et donc nous pensons qu'il faut là aussi mettre tous les acteurs, les propriétaires, bailleurs, devant un cadre réglementaire qui soit cohérent, qui ne soit pas forcément unique, mais qui soit en tous les cas cohérent et qui donne des indications à l'ensemble des acteurs. Voilà, face à cette équation difficile de la rénovation, nous sommes partis d'un élément important, je peux dire peut-être structurant de notre programme, un élément de notre point de vue clé, c'est celui du plan à long terme. Les différents gouvernements aujourd'hui fixent des objectifs qui sont à l'échelle de leur mandature, de leur législature. Il nous semble que ces échelles de temps, 5 ans ou moins, ne sont tout simplement pas à l'enjeu et à l'échelle du bâtiment. Le bâtiment a besoin d'une période beaucoup plus longue parce que il est rythmé par des périodes qui sont longues. Je vous rappelle que le taux de rotation pour des maisons individuelles est de l'ordre de 15 ans. On change sa toiture environ tous les 30 ans ou 40 ans. On ne peut pas imaginer de politique publique qui soit basée simplement à un horizon de 5 ans.
Il y a à peu près 30 millions de logements à renforcer d'un point de vue de la performance énergétique. C'est un chantier énorme de dizaines de milliards d'euros chaque année. Si on veut vraiment prendre les choses à bras-le-corps, il faut de l'acceptation sociale. Tout ça se fait dans le temps. Donc le plan à long terme est pour nous un élément clé de structuration de ce programme-là. On parle de 2015-2050. 2050, évidemment, c'est aussi l'horizon du facteur 4. Un horizon intéressant, et ça donne 35 ans pour pouvoir engager ces changements. 2 axes à partir de là pour donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Premier axe, un cadre pérenne pour la rénovation, pour la demande de rénovation. Nous faisons la proposition d'une obligation de rénovation à la mutation pour les maisons individuelles, je vais revenir dessus. Et pour le collectif, évidemment, les choses sont un peu différentes. Donc à échéance programmée, là aussi, fixer des échéances pour la mise en conformité selon certaines règles. Encore une fois, c'est inacceptable si c'est tout de suite, ça le devient beaucoup plus si c'est programmé dans le temps. Actualisation et adaptation du cadre réglementaire, je l'ai évoqué, là aussi il faut donner un cadre homogène, harmonisé, cohérent pour tous les acteurs. Une transformation profonde de l'offre de la rénovation, là aussi c'est de donner de la confiance aux acteurs industriels d'une part, équipementiers qui pourront investir en innovation, en capacité industrielle, et donner aussi de la confiance aux entrepreneurs, aux entreprises, aux artisans qui aujourd'hui sont les acteurs clés de ce chantier-là. Avec aussi évidemment des éléments de rénovation ou du moins de refonte du système de subventionnement ou d'aide publique à la rénovation. Alors un élément rapide sur ce calendrier à l'échelle des enjeux, donc je le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous en donner simplement les idées clés, on propose là un calendrier qui partirait de l'idée qu'il y a un temps incompressible de préparation, de mise en œuvre de ce calendrier-là. À la fois mener des chantiers expérimentaux dans les régions pour bien imaginer les solutions de référence les plus adaptées, commencer par les logements les plus énergivores, on les estime à au moins 2 millions de logements en France, pour faire la démonstration que c'est efficace. Organiser la filière à tout point de vue, et à partir de là, eh bien, encore une fois, programmer des échéances qui donnent des cadres, un cadre de référence à tout le monde. Donc, si je prends le cas de la maison individuelle, je donne juste un exemple, à l'horizon 2017, vous vendez votre résidence principale, il se trouve que celle-ci est dans une catégorie DPE inférieure à F, eh bien vous avez l'obligation de la mettre en conformité. Vous pouvez vous organiser, vous arranger avec l'acquéreur de ce logement. Vous bénéficiez d'aide de l'État pour cela, et par ce biais-là, progressivement, l'ensemble du parc se rénove. Ce calendrier-là est soumis encore une fois à modélisation et chiffrage. Il peut évoluer, je reviendrai sur ce point, mais vous en voyez là un peu l'esprit général. Alors, je parlais de la réglementation thermique. On connaît tous la RT 2012 qui s'applique aux bâtiments neufs. Il y a une réglementation thermique, vous le savez aussi peut-être, pour les bâtiments existants. Et il s'agit là aussi de la revoir, de la réévaluer, de l'actualiser, peut-être de la renforcer, même sûrement de la renforcer. En tous les cas, de voir dans quelle mesure elle peut s'appliquer et se décliner à différents niveaux, encore une fois, pour fixer un cadre homogène. Je disais tout à l'heure, 3 milliards d'euros ont été dépensés en 2009 pour inciter à la rénovation thermique. Une bonne partie de cet argent a servi à ce qu'on appelle des monogestes, c'est-à-dire le remplacement d'un équipement ou d'un élément du logement efficace, mais on aurait pu faire plus, on aurait pu aller plus loin.
nous proposons de réaffecter ou de réagencer un peu ce milliard aujourd'hui. Nous sommes en 2013. En 2011, il y avait plus qu'1 milliard consacré par la puissance publique à l'aide et à la subvention à la rénovation thermique. Nous proposons de changer un petit peu ça. Pour prendre en compte non seulement les caractéristiques du logement, mais aussi les revenus du ménage pour éviter les effets d'aubaine dans le politique de financement qu'il y a d'ailleurs encore aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, votre revenu, vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt. Dans certains cas, c'est tout à fait justifié et ça a un intérêt pour la collectivité. Dans d'autres, l'intérêt, il est moins fort. Et donc, merci Nicolas. Voilà, donc c'est prendre en compte les éléments à la fois du logement et du ménage pour déterminer une rentabilité, une performance énergétique et affecter un certain nombre d'aides, de subventions à ce projet-là. Je n'ai pas le temps de passer plus en détail les autres éléments, les autres solutions, d'autres propositions en matière de financement bancaire ou d'épargne, mais nous avons aussi évidemment réfléchi aux autres leviers pour aider au financement de la rénovation thermique. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous faisons aujourd'hui un bouclage macroéconomique du programme que j'ai très brièvement évoqué jusqu'à présent. C'est essentiel. Ça n'a pas, à ma connaissance, été fait véritablement dans le détail aujourd'hui. Il y a beaucoup de rapports qui sont publiés chaque année sur le chantier de la rénovation thermique. La plupart d'entre eux font énormément avancer la réflexion dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'aspects techniques, de financement et autres. Mais il manque, de notre point de vue, un bouclage macroéconomique qui s'assure qu'il y ait quelque part un contrôle de cohérence. Si on propose une obligation de rénovation à la mutation, il faut tout simplement vérifier que le nombre d'artisans, le nombre d'entreprises seront demain capables, tout simplement en nombre, en mesure de réaliser ces chantiers. Si nous imposons une mise en conformité pour des copropriétés ou pour des bailleurs, il faut s'assurer que les financements publics, par exemple, dans certains domaines, soient aussi disponibles. Donc il y a un ensemble de bouclages à prendre en compte et à vérifier. Et évidemment, ça génère des impacts. On parle souvent de la dépense, on parle souvent des subventions et de l'aide que ça représente, mais la rénovation thermique, je ne l'ai pas assez précisé, est aussi générateur d'emplois, de TVA, de fiscalité, et c'est ce bouclage aussi que nous voulons mettre en avant à l'occasion de notre programme. Vérifier l'impact de la facture énergétique, du budget, mais aussi de ce ratio entre budget et puis confort dans l'habitat pour le ménage. Vérifier l'impact pour la collectivité, les acteurs de l'offre, les banquiers, les énergéticiens, qu'est-ce que ça représente, et évidemment en termes de CO2. Structurer l'offre et adapter la filière professionnelle est un élément aussi clé, je l'ai rappelé tout à l'heure. On va peut-être partir du réflexe de performance énergétique, là, en bas dans notre schéma. Juste pour vous donner un exemple, il y a 580 000 rénovations de toitures chaque année en France. C'est l'ADEME qui nous donne ce chiffre. Moins d'un tiers de ces rénovations font l'objet d'une isolation thermique. Ce que nous entendons par réflexe énergétique, c'est simplement s'assurer qu'à chaque fois
lorsqu'un propriétaire, un bailleur fait un geste, eh bien, il a le réflexe de penser performance énergétique. Le surcoût, dans la plupart des cas, est un surcoût minimum ou léger au regard du budget global. Et évidemment, ça a un effet important sur la facture à terme, le coût d'usage du logement. Donc il y a tout un travail à faire là, à tous les niveaux, dans la filière, en termes de communication, avec les bailleurs et les propriétaires, pour développer ce réflexe de performance énergétique. L'idée de groupement d'artisans, on voit bien que dans beaucoup de régions, des artisans ou des entreprises n'ont pas toutes les domaines ou de spécialités pour appréhender ces chantiers-là. Des expériences ont été faites dans certaines régions avec succès pour demander à différents corps de métier de se rassembler pour prendre non pas un aspect de la rénovation thermique, mais proposer une offre globale et intégrée, et donc avec beaucoup plus de gains que l'on peut imaginer en termes de formation et de cohérence de travaux. Solution technique de référence, je ne l'ai pas évoqué. La proposition a été faite, existe déjà depuis quelques années, notamment par Olivier Sidler. Les STR sont un moyen extrêmement intéressant, important, dans le diffus, c'est-à-dire la maison individuelle pour l'essentiel, eh bien de proposer des solutions prédéfinies, validées, qui s'adaptent à certains types de maisons et qui peuvent s'appliquer et avoir tout de suite un résultat de performance énergétique. Olivier reviendra peut-être dessus. En termes de formation, de suivi sur chantier, par rapport au label ou à des contrôles post-aléatoires, vous voyez qu'il y a toute la chaîne là à repenser, à revoir avec la filière pour développer ce chantier-là. C'est aussi les ménages qu'il faut accompagner en termes de communication massive. On imagine un budget communication comme ça n'a pas été fait jusqu'à présent pour vraiment informer l'ensemble des acteurs de la filière, pas seulement les ménages, mais aussi les artisans et les professionnels, quels qu'ils soient. Il est important que les ménages voient bien aujourd'hui où aller demander conseil pour des solutions de performance énergétique, comment marche le financement public. Enfin, il y a toute une série de questions. Cette sensibilisation est absolument importante et passera par des moyens beaucoup plus importants qui sont déployés aujourd'hui dans ce domaine-là. Je rappelle, simplement à titre de comparaison, pour la sécurité routière, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont consacrés chaque année en achat d'espace par l'État pour sensibiliser à juste titre nos concitoyens sur cette question centrale. La performance énergétique, si c'est un domaine tout autre, a autant d'enjeux pour la collectivité. Et donc l'État peut dépenser aussi cet argent en termes de campagne d'information, ce d'autant plus qu'on voit bien que les comportements ont un impact aussi énorme sur la consommation d'énergie. On parle beaucoup de guichet unique d'information, c'est un élément très important, mais on préfère aussi parler de canaux harmonisés d'information. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'information aujourd'hui, elle ne passe pas forcément que par les espaces info-énergie. L'idée de créer un portail, ça a été déjà avancé, un portail global qui puisse canaliser un peu tous les outils pour la performance énergétique et qui soit un peu neutre, dédié et accessible à la fois aux acteurs de la filière et aux ménages serait une très bonne idée. Sur la précarité énergétique, souvent l'amalgame est fait
entre le sujet de la rénovation thermique et le sujet de la précarité énergétique, c'est pourtant deux sujets qui sont l'un dans l'autre. La précarité énergétique, c'est un sujet social extrêmement important. Le gain, il n'est pas en termes de baisse de consommation d'énergie, il est en termes de confort, parce que c'est évidemment ce rattrapage que font les ménages en isolant leur maison, c'est un enjeu essentiel, mais ça doit faire l'objet d'un programme spécifique, là aussi, que nous détaillons dans nos propositions. Enfin, la notion de passeport énergétique, de passeport de rénovation thermique pour le logement. L'idée que pour un ménage, eh bien, rénover son logement, ça se prépare, ça se planifie, ça doit faire l'objet de différentes étapes. Et l'idée d'un passeport qui, quelque part, serait un élément qui tiendrait compte de tous ces éléments. Quelle est la performance du bâtiment aujourd'hui? Quelles sont les propositions pour demain? Quelles sont les différentes étapes en fonction du remplacement des équipements, etc. C'est une idée aussi à creuser que nous avons détaillée. Voilà. Dernier élément, je ne sais pas où j'en suis de mon temps de parole, Jean-Marc. C'est un point qui peut paraître anecdotique pour certains d'entre vous. Oula, je suis largement en avance. Ça va laisser plus de temps pour le débat. C'est un point néanmoins très important que nous avons relevé là dans nos mois d'études et de réflexion sur le sujet. Ça a été là aussi évoqué par d'autres avant nous, mais il est important de se rappeler qu'on ne peut pas faire de politique publique efficace en matière de rénovation thermique si nous n'avons pas une vision extrêmement claire du parc existant à tous les niveaux, sur les caractéristiques du logement, les occupants de ces logements-là, et toute une série d'informations sur la consommation d'énergie réelle, pas seulement conventionnelle, mais la consommation réelle qui est basée sur la base sur facture, le prix des opérations réelles, là aussi, des prix des matériaux. Il y a beaucoup de choses existent, mais en même temps, les écarts sont extrêmement importants lorsqu'on veut modéliser des programmes à grande échelle. Et donc, nous faisons la proposition importante de rassembler l'ensemble de ces bases de données. Sachez simplement que pour les DPE, ce que nous faisons dans nos logements quand nous nous préparons à vendre notre logement, les diagnostics de performance énergétique ne sont tout simplement pas aujourd'hui rassemblés sur une base unique. Quand bien même ils seraient efficaces. Certains dénoncent leur manque de pertinence. Mais voilà, un exemple de la nécessité d'harmoniser toutes ces bases de données. La KfW en Allemagne, qui est un organisme de financement, entre autres, de la performance énergétique, a fait ce travail-là chaque année de recenser avec détail le nombre de rénovations fortes réalisées et financées par eux, l'impact en termes d'emploi, l'impact en termes de CO2 et de baisse de la consommation. Donc c'est un axe important de pilotage de ce chantier, surtout si on veut, comme on le propose avec ambition, pouvoir le faire sur un certain nombre d'années, avec l'idée de rénover l'ensemble du parc et non pas quelques dizaines ou centaines de milliers de logements sur l'ensemble du programme. Voilà, je laisse un peu plus de temps au débat. Je vous remercie pour votre attention.